Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée de travail sur les portraits sonores de pays. J'ai le plaisir de vous présenter ce matin nos deux intervenantes, à commencer par Pauline Nadrini, qui est à ma gauche, dans son verre d'eau, et qui est maîtresse de conférence à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont j'ai appris, tu ne me l'avais jamais dit, qu'elle avait été classée première à l'agrégation de philosophie, ce qui est quand même un sacré titre de frime, pas mal. Son travail se centre sur l'esthétique dans une perspective philosophique et phénoménologique avec une attention toute particulière aux formes de la création sonore, des musiques contemporaines et expérimentales au field recording. Elle a consacré sa thèse au concept d'objet sonore axé sur la pensée de Pierre Schaeffer, et puis elle a basculé du côté de l'autre Schaeffer dont on a parlé hier. Elle est l'autrice de The Most Beautiful Ugly Sound in the World, à l'écoute de la noise, qu'elle a coécrit avec Catherine Gued en 2018, et puis plus récemment Le voile de Pythagore, du son à l'objet en 2021. Et puis j'apprends sur le site des éditions MF, donc Musica Falsa, que, je cite, elle est également musicienne et compose en duo de nombreux films muets en solo sous le nom de Lotz. Tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Ça, j'en parle pas. D'accord. Des chansons traversées de perturbations électroniques, mêlant texte, piano désaccordé, citations musicales et field recording. Je dis ça juste pour le plaisir de cette citation, parce qu'elle va nous parler plutôt de Tarkovsky. Après, ne l'oubliez jamais, une nuit perturbée par les brebis galeuses de l'hôtel où elle logeait, qui s'appelle l'hôtel du Berger, ou c'est ça ? L'hôtel du Berger. Voilà, c'est à toi. Je te remercie beaucoup, David. Alors, tout d'abord, je voulais simplement dire qu'en tant qu'organisatrice, co-organisatrice de ces deux journées avec David et Alexandre, à la base, je ne désirais pas foncièrement y intervenir. Quand on organise, c'est aussi le privilège d'écouter pour une fois et de modérer. Simplement, voilà, suite à la crise du Covid, aux problèmes de déplacement d'un petit peu tout le monde, à des emplois du temps chargés aussi, on a un certain nombre de communications qui sont annulées et ça commençait à faire beaucoup. Et donc, j'ai proposé de pas boucher un trou, ce serait quand même peut-être un peu méchant pour moi-même, mais disons que voilà, de proposer quelque chose pour avoir une matinée un petit peu plus nourrie et puis pour interagir avec Julie Michel dans les recherches sur Knut Victor m'intéresse énormément. Donc, je commencerai peut-être par vous faire écouter un son pour peut-être nous mettre dans l'ambiance de cette journée. Son que je ne commenterai pour l'instant pas. J'y viendrai après puisque peut-être qu'on aura le temps de le réentendre. Peut-être simplement pour nous placer dans une perspective d'écoute avant d'entendre du discours. 700. Merci. Comme on va peut-être réécouter cette piste en la commentant, je voulais simplement la mettre en introduction sans la commenter pour l'instant, mais je pense que vu le plan sonore, le plan derrière moi et vos connaissances personnelles, vous l'aurez certainement reconnu. Cette communication a un titre un peu elliptique peut-être sur le programme. Je crois que j'avais donné Exil et Samosili. Cette communication aura bien trait à un portrait sonore,
Mais j'y viendrai, et je viendrai aux commentaires de ce titre et du disque dont il est issu, après un parcours un peu long. Car le pays que ce portrait dépeint, c'est un pays qui n'est pas sans poser problème, et il faut d'abord le noter et le comprendre. C'est un pays qui semble d'abord perdu, vidé, condamné, contaminé. Un pays qui restait jusqu'à récemment une zone d'exclusion. Un pays que nous redoutons. Nous redoutons ce qui s'y trame, sourdement, ce qui s'y tapit comme une force obscure, opaque, une force qui pourrait nous détruire. Nous redoutons qu'il existe encore ce pays, alors que nous menons nos vies bien loin de lui. C'est un pays qu'on a voulu faire lointain, très lointain, au point d'imaginer que les nuages qui passaient au-dessus de lui ne parvenaient pas jusqu'à nos cieux. Un pays qui, et j'ai vu la chose surgir tout comme vous ces derniers jours dans l'actualité, avec effroi, un pays qui se rappelle à nous très vivement avec la crise ukrainienne. Un pays enfin qui cristallise maints problèmes, maintes tensions géopolitiques, économiques, énergétiques, écologiques. Ce pays, pourtant, certains s'y rendent, certains y retournent. Pour constater déjà, pour figurer ce qui s'y trame, pour nous le donner à voir, pour nous le donner à entendre, bref, à sentir et à connaître, mais aussi, plus simplement, pour y vivre. Déjà, on y vit parce qu'il le faut bien, pour contrôler le danger qui s'y trouve et qui y résidera pour des dizaines de milliers d'années. On y vit aussi parce que c'est là, pour certains, un foyer. Un étrange foyer. On a longtemps pu n'être que squatteurs, habitants clandestins. Ces derniers, ce sont eux, les samosili, pardon pour l'accent, terme qui désigne en ukrainien, en russe et en biélorusse, sous des formes légèrement différentes, les squatteurs, mais surtout les revenants. Ceux qui sont revenus, donc, parce que trop attachés à leur ancien foyer, ou parce que trop âgés pour en changer, parce qu'ignorant aussi des causes invisibles, intangibles, du danger auquel ils s'exposent en y restant. Donc beaucoup dans ce pays est affaire d'oubli, donc, car ce lieu, on souhaiterait l'oublier, oublier ce qui s'y est produit, mais on souhaiterait tout autant oublier qu'il s'y passe encore des choses, que la vie s'y poursuit, malgré notre désir d'en biffer le souvenir. Et d'ailleurs, c'est assez troublant, le cœur de ce pays porte en russe le nom d'une plante, l'absinthe, qui pourvoit, dit-on, un tel oubli. L'absinthe, une des formes de l'absinthe en russe, c'est tchernobylnik. Les arts se sont évidemment intéressés à Tchernobyl depuis longtemps, d'emblée. Le but de ma communication, c'est pas de revenir sur les nombreuses formes de traitement artistique et documentaires qui se sont attachés à revenir à Pripyat et aux communes avoisinantes dans des démarches diverses. Si vous me permettez un peu de publicité, on a eu la joie avec Wilfried Laforge d'éditer il y a peu dans une collection de la Maison Vrin un ouvrage de Jean-Michel Durafour qui traite de ces questions, consacré donc à ces arts de Tchernobyl et à ce qu'ils font au principe même de l'expérience esthétique. Donc je vous renvoie, si ça vous intéresse, à cet essai qui s'intitule Tchernobyliana, esthétique et cosmologie de l'âge radioactif. Ce qui m'intéressera aujourd'hui, c'est la démarche d'un praticien du son que vous connaissez peut-être, Peter Cusack, dans un disque qui a fait date dans le champ du field recording, Sound of Dangerous Places, sorti avec un livret du texte et des images qui l'accompagnent sur le label Recommended Records en 2012, et dont est tiré l'extrait inaugural que je vous ai donné à entendre. Alors je souhaiterais revenir avec vous donc sur les pistes de cet album consacré à son enquête de terrain sur le territoire que l'on appelle la zone d'exclusion, ou plus précisément zone d'aliénation de la centrale de Tchernobyl. Me pencher donc sur ces pistes pour en retirer un constat très simple, mais essentiel, je crois, pour nos réflexions. Alors, il est certain que le son apporte des éléments que le visible ne permet pas de thématiser, de connaître et d'abord de percevoir. Mais plus précisément, on peut dire que le son est un sensible particulièrement pertinent pour appréhender la question de la contamination radioactive d'un territoire. Il s'agira entre autres d'étudier en quoi, dans le contexte d'une réflexion sur l'environnement, la piste sonore est essentielle et spécifique. Mais à ce thème écologique, j'en adjoindrai un autre, car Cusack, comme il ressort de ce que j'ai dit à l'instant, ne se rend pas sur un territoire vide de toute vie. Comme de nombreux artistes, ethnographes, journalistes avant lui, il rencontre les samosili, il constate que la vie continue à Tchernobyl, vie humaine et non humaine.
On pensera aux photos devenues fameuses de Gerd Ludwig, qui a documenté ce territoire, abandonné et pourtant peuplé depuis 1993. On pourrait même dire que, paradoxalement, nous avons beaucoup vu Tchernobyl, et peut-être même trop vu. Cette destination ne représente-t-elle pas, par excellence, la pratique que l'on appelle aujourd'hui dark tourism ? Si le dark tourism désigne une fascination pour des lieux à la charge historique particulièrement sombre, le terme va jusqu'à participer, dans le cas de Tchernobyl, de l'imaginaire d'une forme de prise de risque. Imaginaire, puisque les niveaux de radioactivité relevés dans les zones visitées ne représentent pas, dans ce cas, au niveau de la durée d'exposition, un réel péril. Alors, face à l'irritation qu'on pourrait ressentir de cet engouement trouble, face à la spectacularisation d'un lieu mortifère, le travail de Peter Cusack est tout à fait singulier. Et cela tient, je crois, au médium même qui est le sien, le nôtre, le son. Le son nous donne à appréhender un lieu de sa manière tout à fait spécifique par rapport au spectaculaire des visions de Ludwig, une manière sobre, ténue, latente, parfois métaphorique, et pourtant intense et émouvante, mais d'une émotion fort différente du sublime de la catastrophe que le tourisme du monde visible, qui vient à Pripyat comme au spectacle, tend à proposer et qui se répercute dans le monde des arts. On pensera notamment à la récente série produite par HBO. Notez bien sûr que je ne range pas du tout toute démarche de visualisation de Tchernobyl sous cette critique, mais Peter Cusack nous livre bien une approche essentiellement alternative, en nous donnant à entendre cette zone de nouveau ouverte à notre écoute, son de la nature donc, mais aussi son de l'activité humaine, énergétique, technologique, sociale, affective et mémorielle. Mais avant d'en venir à cette étude, je ferai d'abord un détour, en portant d'abord ce questionnement sur une question un peu plus générale, donc, sur ce que signifie exactement revenir au pays. D'où le titre qui me semblait important de cette communication, ce terme de revenant en russe, samosieli. Revenir dans un pays interdit, donc, d'où notre présence est en un sens proscrite. Revenir au pays qui est un foyer pour certains. Et deuxième question, pourquoi le son se révèle essentiel pour traiter de ce problème particulier du retour au pays ? Car le problème du samosieli, c'est que le retour n'en est jamais strictement un, qu'il n'y a pas de retour possible. Je renvoie ici aux travaux de la philosophe et historienne de l'art Céline Flécheux, qui se concentre dans la littérature sur ce motif du retour. Je la cite, « Le geste de revenir repose sur une asymétrie fondamentale avec le départ. Non seulement le premier ne se superpose pas au second, mais il ne fait pas l'objet du même traitement. Les bibliothèques sont pleines de récits de voyage, de conquête de nouveaux territoires, d'aventures et de dépaysements multiples, mais peu évoquent le retour. Pourtant, ajoute-t-elle tout de suite, le moment inaugural de la littérature occidentale, c'est bien un tel récit de retour asymétrique, le long récit de retour de l'Odyssée. Et avec cette asymétrie et cet exemple, s'ouvre une autre question plus douloureuse que celle du voyage, celle de l'exil. Pour rappel, le retour se dit en grec « nostos », couplé avec le mal, la douleur, algos, cela nous donne ce mal du retour qu'est la nostalgie. Quelle est la nature de ce mal exactement ? Si la nostalgie est le désir d'un retour impossible, c'est peut-être moins seulement au sens où l'on souffre, au sens concret de ne pouvoir revenir au pays, la situation d'exil, qu'au sens où le retour, quand bien même il aurait lieu, est par essence impossible, que l'on ne retrouve pas par définition, que l'on ne retrouve jamais le pays natal, qu'il a changé irrémédiablement, et nous aussi. C'est pour cette raison que la nostalgie crée dans l'âme humaine une sorte de béance, un vertige, qui en fait une émotion à la fois puissante et indéterminée, singulière et vague, douloureuse et ouverte. J'en viens alors, enfin, à la manière dont le son, puis la pratique du field recording, puis peut-être Peter Cusack en particulier, s'articule à cette réflexion. D'abord, il apparaît que le son, comme sensible, qui devient médium d'une activité productrice, en art sonore, field recording, mais aussi en cinéma, adresse sur les plans aussi bien ontologiques, phénoménologiques qu'affectifs, cette question de l'exil et du retour. Tout simplement parce que le son, par définition, c'est ce qui se perd. Ce qui, comme le dit violemment Murray Schafer, se suicide à chaque apparition. L'éphémère, le fugace.
L'enregistrement remédierait-il à cette perte? Pierre Schaeffer, le père de la musique concrète, commence par nous le faire croire. Je le cite, « Un des miracles de ce siècle, c'est que ce temps perdu, au lieu d'englaner des bribes dans les bibliothèques, nous le trouvons tout entier contenu dans les réservoirs de notre temps retrouvé, les discothèques. Les sillons de nos disques ne fécondent rien, mais gardent jalousement, comme les pyramides leurs momies, des parcelles de temps, comme suspendues dans l'éternel. Qu'on fasse tourner le disque et les bandelettes sautent, la momie se délivre, le rêve de Goethe, de Proust se réalise, l'instant renaît, le temps est retrouvé. » Mais cette présentation séduisante est évidemment ironique, car cette mort, cette perte, l'enregistrement n'y change rien. Si la naissance de l'enregistrement, comme nous l'a montré récemment Jonathan Stern, est historiquement liée à une pulsion de conservation de la voix, et notamment de la voix qui va se taire, et il pense notamment à la voix indienne, et que le thème de l'enregistrement de la voix est en cela essentiel, Michel Chion note que si le portrait sonore de personne n'a pas eu autant de succès que le portrait pictural ou photographique, c'est parce que le son, précisément, une fois enregistré, n'en continue pas moins, dit-il, d'enfermer du temps à l'état sauvage. Cette remarque fonde chez lui une critique radicale du courant de l'audionaturalisme, qui oublierait cette donnée fondamentale et naturaliserait la technique d'enregistrement. A l'inverse, cette technique, dit-il, ne conjurerait pas la perte, elle la soulignerait plutôt. Voire, si on me permet cette idée un peu rhétorique, mais que je crois juste, l'enregistrement est au son original ce que le retour est à l'exil. Jamais une restitution, jamais le temps retrouvé, mais une altérité qui entretient avec ce qu'il retrace et ce qu'il reprend un rapport d'étrange familiarité. Ainsi, le son enregistré est un fantôme de son, et ce fait se laisse facilement oublier, tant l'ingénierie du son cultive, depuis son origine, le mythe de la fidélité, tant elle cherche à nous faire oublier que le son pris au piège de l'enregistrement n'est justement plus là, que l'on ne fixe rien, qu'une trace dont nous écoutons les multiples moulages. Et c'est pourquoi, comme tout fantôme, le son nous hante, qu'il a, entre autres raisons, cette dimension affective que n'a pas nécessairement le visible. Et c'est là un autre thème qui fait que le son vise particulièrement bien la question de l'exil et du retour, c'est que le son est facteur d'identité, voire d'individualité, comme l'indique la récurrence de ce thème dans de nombreux écrits sur le phénomène sonore, des soundmarks de Murray Schaeffer aux niches acoustiques de Bernie Krause. Pour cette raison, le son est sujet de réminiscence, de fulgurance, où s'éprouve par excellence la nostalgie. La griffe musicienne, chez Chateaubriand, le son du corps de brume, chez Murray Schaeffer, pour moi, le son du pinson dans le jardin de mes parents. Enfin, dernier thème qui finit de faire du son le médium qui rend peut-être le mieux ce que vit tout Samosili, tout exilé revenant, c'est le thème de la schizophonie. Le fait que le son soit inassignable, ontologiquement et phénoménologiquement, à sa source, au corps sonore où il s'initie, et que l'enregistrement ne fait qu'amplifier ce phénomène. Phénomène que Murray Schaeffer ira jusqu'à appeler, de manière peut-être trop péjorative, car c'est là le propre de tout son, phénomène donc de schizophonie. Tous ces aspects sont, je crois, merveilleusement figurés et condensés dans une scène qui n'est pas si loin de notre sujet, puisqu'elle a trait, elle aussi, à la Russie et à ses frontières, et qu'elle est le fait d'un cinéaste qui a parlé, entre tous les autres, de l'exil et du pays comme zone. Il s'agit de la scène finale du film d'Andrei Tarkovsky, Nostalgia. À partir de 1984, Tarkovsky ne tourne plus en URSS, mais en Italie, puis en Suède. Nostalgia, c'est un film d'exil et sur l'exil, puisque si nous, plusieurs histoires, donc celle de Tarkovsky, séparé des siens, de sa famille, filmant à l'étranger l'histoire de Gortchakov, un intellectuel russe lui-même exilé, en proie à la nostalgie de sa terre natale, lui-même lancé sur les traces d'un musicien russe du XVIIe siècle émigré en Italie. Dans la dernière scène du film que j'aimerais vous montrer, Gortchakov reste tapi dans la boue après une épreuve spirituelle.
Alors, nostalgie comme mal du retour par essence impossible, réminiscence, schizotopie, ces 3 thèmes président à cette scène. Ici, le visible joue un rôle assez clair. Un jeu fait sur une révélation progressive. Après nous avoir situés devant une datcha russe traditionnelle, par un astucieux jeu d'échelle et de travelling arrière, Tarkovsky nous reconduit, au fur et à mesure de l'élargissement du champ, à l'Italie, avec ce plan général sur l'abbaye de San Galgano, près de Sienne. Une Italie d'où Gortchakov ne peut revenir. Alors je ne commenterai pas ici le fait qu'elle est elle-même une Italie perdue, en un sens, puisqu'il s'agit là des ruines d'une abbaye, comme quoi il y a cette idée d'une perte vraiment indépassable. Alors la part sonore de cette scène, elle, est nettement plus ambiguë. D'emblée, elle se fait évocation du pays natal, mais est-ce là si évident? Pourquoi reconduisons-nous les sons entendus au début à la Russie de Gortchakov? Peut-être parce qu'ils se couplent à cette vision de la datcha. En eux-mêmes, ils sont simplement les sons de la domesticité rurale, avec des chants, mais où tout est assez diffus, indistinct en termes de langue, certainement des sons de l'enfance de Gortchakov, aboiements, cris de femmes et d'enfants à la ferme. Paradoxalement, c'est lorsque le visible nous fait quitter la Russie et nous ramène dans l'abbaye de San Galgano que le portrait sonore d'un territoire typiquement russe survient, avec le chant. Un chant traditionnel intitulé Koumouchki, chanté ici par la chanteuse Olga Fedoseevna Sergeyeva, chant russe traditionnel qui parle d'amour et de maternité, encore du pays natal. À la contrariété des échelles et des lieux, entre la datcha russe qui se révèle une maquette et l'immensité de l'abbaye italienne, le sonore, lui, reste constant et prégnant. Il est ce par quoi nous restons rivés à la datcha et à son monde, dans le déracinement même que vit le héros. Comme souvent chez Tarkovsky, dans Solaris, avec les compositions sonores d'Artemiev sur les tableaux de Bruegel, dont j'avais parlé d'ailleurs ici même il y a quelques années, mais aussi, surtout, dans Stalker, la piste sonore figure un espace mental et affectif. Tarkovsky, dans Le Temps scellé, évoquait lui-même ce rapport entre le travail cinématographique sur le son naturel, le son de l'environnement, et ce qu'il appelle ce monde intérieur que nous essayons de recréer à l'écran. Alors cette évocation de Tarkovsky nous conduit subrepticement, mais sûrement, à Tchernobyl et à Cusack, d'une zone, celle de Stalker peut-être, à une autre, celle qu'arpente notre preneur de son. Comme je l'ai dit en introduction de ce propos, en se faisant Samosieli, en revenant lui-même en un sens dans un territoire contaminé, Cusack nous permet de prendre la mesure de ce qui s'y joue, et qui ne correspond pas nécessairement aux fantasmes que les médias et certaines productions culturelles spectaculaires nous proposent de ce territoire. Alors quelques précisions sur ce projet de Cusack. Cusack sillonne l'Europe et des sites précis de contamination à long terme. Je reviens ici. Donc la zone d'exclusion de Tchernobyl, donc en Ukraine, des champs pétrolifères de la mer Caspienne en Azerbaïdjan, les vallées du Tigre et de l'Euphrate dans le sud-est de la Turquie, menacées par des projets de construction de barrages massifs, au nord du pays de Galles, au Royaume-Uni, où les retombées de Tchernobyl affectent encore la pratique d'élevage des moutons, des sites nucléaires militaires et de gaz à l'effet de serre au Royaume-Uni, toujours encore, donc à Sellafield, Dungeness, Bradwell, Sizewell, Thetford Forest, Rainham et Uttlesford. Ces lieux sont relativement connus. On en dispose parfois de représentations photographiques, de captations vidéo. Mais comme je l'ai avancé tout à l'heure, on pourrait se risquer à dire, dans le cas de Tchernobyl, que nous les avons même que trop vus, dans une surenchère de visibilité, se prolongeant aujourd'hui donc dans le spectaculaire de la fiction télévisuelle. Parfois aussi dans des photos bien connues, comme celle effectivement magnifique, de David Macmillan, qui propose des couleurs chatoyantes et vénéneuses pour représenter un espace délaissé et contaminé. Représenter de façon alternative ce territoire, c'est ce à quoi s'emploie Peter Cusack, qui nous permet d'abord de constater que la dangerosité d'un lieu peut être appréciable sur le plan sensible, mais en des régimes qui ne se recouvrent pas. Régimes visuels, sonores, kinesthésiques. Or, dans ce jeu des sensibles, la piste sonore apporte des informations originales et pertinentes pour comprendre la pollution d'un lieu, informations que sur le plan écologique, la vision ou l'investigation scientifique ne nous apporteraient pas. Ce constat fonde pour Cusack l'idée d'un journalisme proprement sonore. Je cite Cusack. « Le journalisme sonore repose sur l'idée que tous les sons, y compris les sons non-verbaux,
fournissent des informations sur des lieux et des événements, et que l'écoute apporte des informations précieuses, différentes des images visuelles et du langage, mais complémentaires de celles-ci. Cela n'exclut pas la parole, mais rééquilibre la balance en faveur de la pertinence d'autres sons. Par exemple, dans la décharge à ciel ouvert de Rainham, dans le Kent, au Royaume-Uni, au bord de l'estuaire de la Tamise où se jette la Medway, Cusack donne à entendre, notamment, le son des gaz de méthane dans les tuyaux de décharge. Le microphone joue alors le rôle de révélateur, non seulement car il permet un constat, mais dans la mesure où il révèle, par la monophonie et la prise de son directionnelle, des réalités inouïes. Le son dans les tuyaux, les bruits blancs du vent dans les déchets, à des échelles inaperçues. Il les révèle aussi dans leur distance, signifiée par le son omniprésent du vent, je reviendrai à ce point, qui balaie un paysage à la fois chargé de matériaux et comme évidé, c'est-à-dire lieu vidé des significations humaines, lieu où les objets vivent sans les hommes. Le son apporte ici typiquement une information que le visuel ne permet pas de prendre en charge sur le plan sensible, c'est-à-dire que le traitement des déchets occasionne lui-même des déchets, ici les biogaz résultant de la métabolisation des matériaux. Invisible, il est pourtant audible dans le réseau de tuyaux qui parcourt la décharge. Ainsi, alors que la nuisance d'une décharge à ciel ouvert n'est pas sonore, au sens où on ne parlerait pas de la pollution acoustique d'un tel lieu, pour autant, c'est le plan sonore qui permet de prendre conscience de la teneur de la pollution et de la toxicité de tels environnements. En travaillant sur l'autonomie et l'originalité de la piste sonore, Cusack met également en évidence un contraste parfois abrupt entre deux dimensions de notre expérience des lieux pollués. Leur force esthétique d'une part, et leur situation écologique. Le projet Sounds from Dangerous Places a été ainsi initié dans les champs pétrolifères de Bakou, où Cusack affirme se trouver dans une situation contradictoire. En effet, sur le plan visuel comme sonore, l'expérience est esthétiquement puissante. On a des mares brillantes du pétrole qui réverbèrent le soleil, les sculptures gigantesques que sont les pompes rouillées héritées de l'industrie soviétique dans un paysage désertique. Pourtant, cette expérience est contredite par la conscience de la pollution profonde des nappes phréatiques et des eaux où pêchent les habitants, de leur épuisement qui consiste à vivre si près de ces champs industrieux, continuellement bruyants. C'est ce contraste entre expérience esthétique et constat écologique qui interpelle d'abord Peter Cusack et qui va exposer une tension entre ces deux pôles qui renvoie notre désir voyeuriste à la rugosité du document sonore qui se fait pourtant autrement révélatrice. Ces divers aspects se concentrent particulièrement dans son travail sur la zone d'exclusion de Tchernobyl. Près de la centrale, à Pripyat, mais aussi au village même de Tchernobyl, dans les villages avoisinants de Lichmany, Opashichi, de Minskoye, ainsi que dans la forêt avoisinante. Notons d'abord que, par cet objet d'étude, Cusack aborde à son tour la question des rapports entre échelle et perception. Car le déchet radioactif a une survivance dans le temps qui le rend incommensurable au nôtre du fait de la durée de la radioactivité et de son mode particulier de propagation, inassimilable à une simple diffusion atmosphérique, puisqu'elle contamine le contenu d'un environnement qui rayonne à son tour. Dès lors, comme le note Jean-Michel Durafour dans l'ouvrage que j'ai cité, Tchernobyliana, la radiation nous place face à un défi pour la représentation, appelant un regard et une écoute ici, qui ne peuvent eux-mêmes être laissés intacts, mais qui doivent accepter de se décentrer, de se déprendre de la cardinalité du sujet percevant, qui doivent, selon son expression, s'inoculer. L'idée d'une reconfiguration profonde de la relation esthétique, dans laquelle notre appréhension est partout orientée vers les êtres non humains, a bien une portée sur le plan sonore. En cela, les arts de Tchernobyl, dont nous présentons ici donc cette partie sonore, ne sont pas des arts de la fin du monde pour Durafour, ils déclarent plutôt la survivance d'une expérience esthétique mais redéfinie. C'est typiquement le cas du travail de Cusack, qui s'emploie à sonder la zone d'exclusion, à se faire stalker, pour constater que des chants s'entendent encore à Tchernobyl. Chants humains, chants animaux, que le monde y bruit, l'électricité comme le vent, et que ces sons nous disent quelque chose en matière d'écologie profonde, une écologie qui décentre son approche et ses attentes par rapport à la primauté du sujet humain. Chez Cusack, ce décentrement se révèle par une forme de sobriété, par une expérience soustractive. Pas de son spectaculaire, pas de débauche sonore, ni explosion, ni cris, ni sanglots, mais des indices, souvent ténus, de ce qui se trame encore. Ainsi, dans la piste que je vous ai fait écouter au début, qu'on va peut-être réentendre du coup, ça dépend, est-ce que j'ai du temps, David ? J'ai du temps. Radiometteur, hotspot,
Copacci. Alors, petite note, face au spectaculaire visuel lié à la catastrophe de Tchernobyl, on voit ici la sobriété d'une telle piste. Et un des signes, c'est le son des pas. Le fait que je suis dans un environnement hi-fi, disait Murray Schafer, même si le terme est évidemment critiquable, qu'on peut le commenter, c'est que, nous dit-il, j'entends le bruit de mes pas. Et de fait, ici, c'est bien le cas, puisqu'on entend les pas du preneur de son dans les graviers. Alors cette piste nous donne à entendre un lieu dans lequel des déchets hautement radioactifs sont enterrés. Donc, dans cette sorte d'épicentre, puisque c'est le propre de la radioactivité que de créer par irradiation de nouveaux foyers, nous entendons le son caractéristique du dosymètre et la voix de Cusack qui rapporte les niveaux de radioactivité relevés sur le compteur. Alors, beaucoup de choses se révèlent ici. Tout d'abord, ces sons nous donnent à penser quant au phénomène de l'exposition. Sonder, ici, implique une forme de distance. Mais à terme, tout travail de sonde, de mesure, implique un point de contact. Et en retour, ce point de contact nous expose aussi à une réalité qui est ici celle du rayonnement. Cette piste nous dit alors quelque chose de spécifique en matière d'écologie sonore notamment, c'est que le son est un sensible diffus auquel nous sommes par essence exposés. Encore une fois, l'oreille n'a pas de paupières.
La mention de ce simple fait suffit pour souligner la pertinence du prisme sonore dans l'appréhension de Tchernobyl et du problème de la radiation. Là où nous pouvons nous soustraire au visuel, nous ne pouvons pas nous soustraire au son, ce qui en fait un sensible particulièrement évocateur et pertinent pour penser la toxicité de la décharge radioactive. Dans cette exposition, le son du dosymètre a évidemment un rôle central. Si l'on s'attend en effet à ce son dans un field recording de Tchernobyl, on peut s'attarder quand même sur son statut et sa morphologie. Il est d'abord signe, symptôme acoustique non indigène à cet environnement, mais qui en est devenu un marqueur sonore, au point que nous l'attendons dans un tel disque. Or, le son du dosymètre est un son morphologiquement ambigu. Varié, du fait de sa réaction aux variations d'intensité radioactive, son crépitement a quelque chose du son des insectes et sème un trouble pour l'écoute. Signal sonore indiquant une activité physique, le son du dosymètre porte quelque chose du monde physique tout en le mesurant, brouillant la frontière entre mesurant et mesuré, auscultant et ausculté. Dans le livret qui accompagne son disque, Cusack remarque donc que le son du dosymètre, je vous mets la photographie de ce lieu, remarque que le son du dosymètre n'est pas le seul important sur cette piste. Si la radioactivité implique une contamination du son, les particules se disséminent aussi par le vent. Or, Tchernobyl est un lieu particulièrement venteux, comme on l'entend sur cet enregistrement. Une autre série d'enregistrements de l'album de Cusack se situe d'ailleurs au Royaume-Uni, dans le nord du pays de Galles, à un endroit où des retombées radioactives de Tchernobyl ont pu être mesurées après la catastrophe, retombées qui ont extrêmement affecté le bétail, donc les moutons, et ont affecté aussi durablement les pratiques d'élevage, avec toute une pratique maintenant de la mesure de radioactivité sur les bêtes. Alors je vous passe ici un extrait sur ce lieu. Okay. Yeah. Yeah. Bon, il y a ici une activité mécanique. C'est intéressant puisqu'il y a une grande sobriété de cette prise. On a juste l'activité d'une personne qui mesure le taux de radioactivité sur les têtes de son troupeau de moutons. Le lien, quelque part, est intéressant. On entend également cette voix de Peter Cusack qui, à un moment, commente le chiffre qui apparaît et nous dit aussi que, quelque part, dans cette sobriété même, énormément d'informations sont déjà présentes, puisqu'on retrouve le même rôle du son électrique, on retrouve la même mesure, qui devient ici une activité de mesure nécessaire, obligatoire, face à un contrôle des risques liés à la radioactivité. Ce qui nous parle aussi du son, comme ce qui peut nous faire prendre conscience, à travers ce lien entre ces deux lieux, de la manière dont la radioactivité dépasse les frontières territoriales, contrairement à ce qu'on a voulu à l'époque nous faire croire sur ce fameux nuage de Tchernobyl. Alors,
Le vent, donc je l'ai dit, participe du mécanisme de la dispersion, et le field recording apporte ici une information pertinente qui, sans ce vecteur, resterait inaperçue et qui vient se retrouver à un autre membre du disque dans une pièce formellement très différente. C'est également le cas dans Power Cable Crackle. Donc cette fois-ci, c'est un autre phénomène ténu qui nous dit énormément de choses à partir de cette piste sonore. Donc on a le craquement de l'électricité dans les câbles par un jour de pluie, craquement qui indique que l'électricité existe encore à Tchernobyl sous la forme d'un influx cette fois-ci. Les populations qui travaillent dans la zone ont besoin d'une alimentation pour mener à bien le travail de sécurisation du site. Et au moment où j'écrivais cette conférence, j'étais pas consciente du fait qu'on allait retrouver ce problème dans l'actualité récente, puisque très récemment, il y a eu ce problème d'un manque d'alimentation de la centrale Tchernobyl qui mettait en question le travail de toutes les personnes qui sont là pour sécuriser le site. Pour Cusack, ce son indique dès lors quelque chose de la réalité économique de l'Ukraine, du poids de Tchernobyl dans sa politique énergétique, donnant l'impulsion de tout un questionnement politique qui se rappelle à nous très douloureusement ces derniers jours. Donc je vous passe cet extrait. Alors cette piste, dans sa sobriété, nous dit cet influx électrique qui reste lui-même invisible lorsque vous vous promenez dans les alentours de Tchernobyl et qui pourtant doit être adressé dans tous les enjeux énergétiques, politiques, économiques qu'il porte et qu'ici le journalisme sonore de Cusack permet de pointer. Alors on a entendu aussi dans cet extrait, je parlais du pinson tout à l'heure, un pinson, effectivement. Cusack conçoit le field recording comme ce qui déclenche des questions en apportant des informations inédites, d'où l'idée de journalisme sonore. Pour autant, il n'est pas ici uniquement question de contenu informatif, comme je l'ai dit, la dimension aussi esthétique de l'expérience, avec aussi tout l'imaginaire qu'elle porte, est extrêmement importante pour Cusack. Ainsi, les deux derniers extraits que je voudrais faire écouter reviennent aussi sur cette question de l'exil, de la présence des Samoséli et de leur voix non pas en quittant la question écologique, mais en l'adressant différemment, avec deux pièces. Alors, je voudrais vous faire écouter la première, puis la commenter. Donc, il s'agit d'une pièce qui est certainement celle-là, enfin une des pistes, des plus connues du disque de Cusack. Je crois qu'on l'a évoqué rapidement hier, qui s'intitule Cuckoo and Radiometer, Pripyat, qui donc fait entendre la relation a priori impossible ou improbable d'un coucou et du dosimètre, mais qui, on va le voir, se trouve en fait liés sur le plan historique et écologique.
Alors nous entendons ici à nouveau des éléments qu'on avait retrouvés, hein, le bruit des pas, le bruit du vent également, du couloir venteux qui se trouve à Tchernobyl. Et donc à nouveau ce sont du densimètre, mais cette fois-ci accompagné du chant du coucou. Alors ce duo, je vous l'ai dit tout à l'heure, est intéressant aussi parce que ce son du docimètre, on l'a vu, est morphologiquement ambigu et peut lui-même renvoyer à une sorte d'insecte hybride. Cette rencontre n'a pourtant rien d'incongru et nous renvoie à un fait maintes fois répété dans les documentaires sur Tchernobyl, à savoir que la faune y est devenue extrêmement abondante du fait de l'absence relative de l'homme. Les oiseaux et mammifères trouvent un territoire où se produire aisément. D'où aussi cette débauche, de cette luxuriance de la nature à Tchernobyl qui peut paraître totalement paradoxale compte tenu de l'image de dévastation que porte le site. Là aussi, le son permet d'adresser autrement cette question que le visuel ne permet pas de comprendre. Alors on y trouve effectivement de nouvelles espèces qui avaient disparu de ces territoires et qui viennent le recoloniser. On y trouve des colonies extrêmement importantes de cerfs, mais également de sangliers et donc de coucous. Le coucou n'est qu'un des habitants donc de cette zone. On y trouve aussi un rossignol philomèle particulièrement actif. Cette rencontre acoustique, plus étonnante donc du coucou et du docimètre, pose subtilement la question du peuplement et de l'éviction. Le commentaire de Cusack est ici particulièrement intéressant puisqu'il nous dit que le coucou, au fond, c'est cette espèce qui chasse les œufs d'autres espèces de leur nid pour y nicher. La radioactivité et le coucou devenant deux figures de l'éviction des espèces. Un petit coucou très gentil devient aussi quelque part symboliquement une figure de cette forme de violence de l'éviction, de l'exclusion. L'enregistrement, captant et prenant en charge leur rencontre fortuite, rend inopérante la simple dichotomie du technologique et du naturel, de l'anthropologique et du biologique, puisque le docimètre chante comme un insecte et que le coucou nous rappelle aussi qu'on peut toujours se faire chasser de son nid. Mais Cusack note aussi que dans le folklore ukrainien, le nombre de cris du coucou définit le nombre d'années qui resterait à vivre à celui qui l'écoute. Il ouvrerait ainsi l'expérience de la catastrophe de Tchernobyl vers un imaginaire que le son est tout à fait capable de porter, glissement particulièrement sensible dans le dernier extrait que je voudrais entendre, qui propose cette fois-ci un chant traditionnel, celui des habitants revenus habiter la zone de Samoseli, donc, dans une complainte qui relie la catastrophe incommensurable de Tchernobyl, comme ses conséquences impondérables, à un passé ancestral. Ainsi, dans ce dernier extrait, intitulé « When You Are a Widow », Lishmani Village, où on entend un chœur de femmes donc issues de ces communautés des Samoseli. Alors à la sobriété des pistes qui proposent une captation en extérieur, on a ici évidemment une dimension beaucoup plus poignante du chœur. On écoute ici ce chant qui nous parle d'une veuve éplorée de la Seconde Guerre mondiale, au récit de Svetlana Alexievitch dans La Supplication. Ce thème du deuil des femmes est un sujet constant quand on traite de la catastrophe de Tchernobyl, mais également de toute une histoire qui relie ce territoire ukrainien aussi à l'occupation russe et à la Seconde Guerre mondiale. Ici, la complainte chantée par les femmes produit un lien encore possible entre des temps que la radioactivité avait abolis.
Les enregistrements de terrain transmettent bien plus que des faits élémentaires ici. Spectaculaires ou non, ils transmettent également un puissant sentiment de spatialité, d'atmosphère et de durée. Cela vaut même lorsque la qualité technique est médiocre. Et ces facteurs, nous dit Peter Cusack, sont essentiels à notre perception du lieu et du changement et contribuent donc considérablement, je cite, à notre compréhension des événements et des problèmes en jeu. Ils donnent une impression saisissante de ce que l'on pourrait ressentir en y étant. Alors bien au-delà de l'usage du son comme simple effet dans le cadre documentaire, Cusack revendique ici la dimension holistique et qualitative de l'expérience sonore qui nous immerge dans un contexte particulier et propose ainsi un pouvoir d'évocation que l'image ne possède pas dans la même mesure. Je le cite à nouveau, « Le son est le sens primordial de la spatialité entendue comme un tout. Écouter, c'est se donner un point d'écoute. Le son nous permet de juger de la distance qui nous sépare des événements et nous demander comment nous pourrions nous sentir et réagir dans ces circonstances, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Certes, face à l'enregistrement et à sa diffusion, nous savons que nous ne sommes pas là, mais même à ce niveau réduit, il y a un engagement subjectif et une compréhension intuitive qui, à mon avis, constitue la force particulière des enregistrements de terrain. Ces éléments permettent au journalisme sonore d'avoir un véritable impact qualitativement différent des représentations visuelles ou du langage. Dans le cas qu'on a vu ici, on se rend compte qu'à des temps que la radioactivité avait aboli parce que du fait de ce phénomène multiséculaire, eh bien, il y a une sorte de diffraction, de dissolution de nos échelles temporelles, capter le son du chant des femmes des supplications, c'est ouvrir vers une liaison dans l'histoire de Pripyat et des communes avoisinantes, c'est ouvrir un possible lien entre des générations que la catastrophe avait éclaté. Dans ce cas de Tchernobyl, la piste sonore nous permettrait très bien, donc, quelque part, non seulement de nous renseigner, mais aussi de conjurer une forme de perte. Non pas en nous rendant donc un pays perdu, et c'est ici que, sur ce point que je conclurai, ni même en se contentant d'en reconnaître entièrement la perte, mais il la conjure peut-être en nous permettant de reconnaître autre chose. Un monde proprement sonore, portrait que le microphone a pour nous catalysé, qui permet alors une forme sinon de réparation, du moins de relation possible entre les temps et des imaginaires que la catastrophe avait à nouveau, je le répète, éclaté. Merci beaucoup Pauline pour cette exploration d'un lieu hautement chargé à tous les niveaux. Bon, j'ai quelques réflexions qui s'embranchent à des éléments que j'ai pu repérer hier dans les différents exposés, mais en particulier, il y a une ligne de force dans ce que tu viens de dire et que tu as exploré vraiment assez précisément, qui rejoint certaines des discussions qu'on a pu avoir hier. Et qui touche à un des points que j'observe dans à peu près toutes les déclinaisons des portraits de pays, ce qui semble évident une fois qu'on le dit, mais enfin en prendre conscience, je crois que c'est pas mal, c'est qu'il y a cette espèce de désir systématique, quasi systématique, ou en tout cas très fortement exhibé, mis en avant, de montrer, quand on veut faire le portrait d'une entité, quelle qu'elle soit, quelque chose qui n'a pas été vu avant, ou passer au-delà de ce qu'on présente soi-même comme étant des apparences, l'idée étant, ce que je vais vous montrer moi, le portrait que je vais vous en faire de ce lieu, est plus proche de la réalité, ou en tout cas mettra en avant une réalité jusque-là non perçue. Bon, il y a eu plein d'exemples qui ont été évoqués hier. Ici c'était encore le cas. Après, c'est aussi un élément qui est généré par le genre en question, parce qu'au fond, quel est l'intérêt de faire le portrait d'une entité si c'est pour répéter des choses qui ont déjà été dites ou montrées? Donc c'est aussi une façon de mettre en valeur la qualité particulière de son travail, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que dans certains bouquins extrêmement stéréotypés sur lesquels j'ai travaillé, on est dans des choses beaucoup plus, je dirais, production industrielle que ce genre de choses. Bon, c'est un trope hyper récurrent aussi, alors que finalement tu trouves à peu près toujours les mêmes choses, quoi. Parfois même les mêmes photos, enfin bon. Mais donc je me demandais dans quelle mesure, parce que dans ce que tu expliquais, je suis pas certain d'avoir bien saisi qui met en avant la chose, si c'est toi qui le mets en avant par rapport à toutes les représentations, notamment visuelles que tu évoquais, relatives à Tchernobyl,
ou si cette mise en valeur-là est le fait de Cusack au-delà de ce qu'il produit comme son sur l'album, puisque j'ai bien compris qu'il y avait un livret dans lequel il donnait un certain nombre d'explications. Ce serait ma question. Tu veux dire, est-ce que Cusack lui-même tient ce propos sur la dimension sobrement informative, originale, moins sobrement révélatrice de son portrait? Oui, voilà. Est-ce qu'il le profile? Est-ce qu'il profile notre écoute en pour lui, c'est au niveau du par rapport genre. aux autres? Pour lui, c'est au niveau du genre que ça se passe. C'est-à-dire que pour lui, c'est le journalisme sonore en général qui est capable d'apporter un élément original que le visible n'apporte pas nécessairement. Donc, par définition et de facto, oui, il considère que son portrait, le travail qu'il fait sur les lieux dangereux, dont Tchernobyl, mais c'est pas du tout le seul. Il y a 2 CD avec énormément d'exemples. Je l'ai dit. De facto, ce travail apportera une vision originale. Et pour lui, après, Cusack a une position assez humble, de retrait personnel en tout cas. Il met assez peu en avant sa pratique comme une pratique individuelle. Je vais sur c'est quelqu'un qui se prend assez peu en photo sur le champ, qui a une démarche assez sobre, où il ne met pas forcément en avant son activité comme étant une activité personnelle. Il parle de journalisme sonore en général et il invite d'autres personnes qui le lisent à y contribuer. Mais pour lui, donc, encore une fois, ça tient au genre et au médium. Et donc, de facto, ça se transcrit dans ce projet particulier. Quel que soit son travail, en fait. C'est pas spécifiquement lié à son travail sur Tchernobyl, ni même aux lieux dangereux, d'ailleurs, puisqu'il a travaillé également sur d'autres projets qui portent moins de charge éthique et écologique, quand il travaille sur ses portraits de villes, par exemple, notamment sur son travail sur Berlin ou sur Londres, sur ce qu'il appelle les lieux favoris, favorite places, où il y a également cette dimension de journalisme sonore qui vient aussi faire un pendant à la question du guide touristique, mais ce serait tout un autre sujet qu'on aurait pu évoquer sur Peter Cusack, et qui apporte une dimension proprement sonore à une évocation, à une présentation plutôt, une présentation d'une ville en particulier. Lieu favori, c'est vraiment une question incidente là, mais lieu favori, c'est lieu favori ou les lieux favoris de certaines personnes qui apparaissent dans le document? Cusack est quelqu'un qui met énormément en avant le travail collaboratif. Il a notamment travaillé sur des plateformes collaboratives en ligne, un peu d'ailleurs dans le système qu'on avait vu hier avec les cartophonies. Il a travaillé notamment sur Londres en invitant des gens à proposer sur une carte de Londres de charger des sons de lieux qui seront leurs lieux favoris ou des lieux particuliers qu'ils remarquent pour des raisons d'intérêt morphologique, acoustique, mais aussi, pourquoi pas, affectif, symbolique, et qui viennent placer ces sons sur cette carte. Et à partir de ça, il a créé une synthèse de ce travail. Il a fait le même travail sur Berlin de façon, je crois, moins ouverte, c'est-à-dire pas sur une plateforme internet, mais avec un certain nombre de personnes, qui a donné un travail sur Berlin en particulier. Ok, très bien, merci. Alors, je vais me lever, mais je n'ai pas de micro parce que je n'ai pas pensé à en demander un. Je là-bas. Pardon? Oui. Ouais, ok. Oui, c'est bon. Ce portrait m'a donné envie de découvrir le portrait triste, et je me suis rendu compte que je ne savais rien de Peter Cusack. J'ai l'impression que ça peut nous éclairer de savoir d'où émerge sa pratique, en fait. Est-ce qu'il est field recordiste? Est-ce qu'il est journaliste? Est-ce que c'est un artiste sonore? D'où il vient? Alors c'est intéressant. Cusack, c'est quelqu'un qui a un parcours intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer assez récemment. C'est quelqu'un qui a un peu un double parcours, qui vient des pratiques de la musique expérimentale, qui avait... Alors, j'essaie même de retrouver mes notes pour vous dire des choses très exactes.
direct sur lui, mais bon, ça se trouve assez facilement sur son site. Cusack, c'est quelqu'un donc, qui vient de la musique expérimentale, qui est aussi un intellectuel sur le plan plus académique. Il enseigne en école d'art à Londres, et qui, dans le cadre d'une revue, de publication d'un numéro de revue sur la musique, une revue qui était consacrée à l'écologie, m'a appris qu'il avait découvert comme ça la pensée de Murray Schafer, de l'écologie sonore, et ça l'a beaucoup intéressé. Et il en est venu aussi au field recording, aussi par cette rencontre. Et quand je lui ai posé la question du lien entre son activité musicale et l'autre, c'est des choses qu'il considère comme assez distinctes, en fait. Il a cette approche très journalisme sonore, mais qui, je crois, n'empêche pas aussi un souci morphologique à l'égard des sons, qui témoigne d'une certaine musicalité. Mais il y a comme chez lui, je l'ai dit, une dimension soustractive de son travail, une grande sobriété qui fait qu'il se méfie aussi de toute musicalisation des prises, ce qui fait qu'il y touche aussi très peu, vous l'aurez remarqué. On a des prises assez brutes. Et c'est intéressant, je trouve, cette dichotomie un petit peu dans son parcours. C'est quelqu'un qui est très conscient de tous les enjeux liés à l'audio-naturalisme, qui est très prolixe, très facile d'accès aussi, et qui enseigne donc, à Londres. Ok, donc pas de lien au journalisme Alors, si, mais directement lié à la dimension sonore. Mais il ne vient pas du journalisme traditionnel, initialement. Sinon, pas du journalisme, mais du monde de la revue scientifique, mais c'est tout à fait autre chose. D'abord, merci Pauline pour... c'était super beau. Et en fait, je suis assez surpris, moi, de t'entendre parler d'une démarche journalistique, même si c'est une démarche journalistique très particulière. Et je me suis posé la question, tiens, quelle est la relation entre une démarche journalistique comme celle-ci et le naturalisme? Parce que quand même, à un moment donné, moi j'écoute et je me dis, est-ce que c'est brut ou pas? Si c'est pas brut, eh ben là, ça m'embête. Hier, quand on parlait de Vancouver, du port de Vancouver et toute la mise en scène, Jean-François disait pourquoi pas. Mm-hmm. Là, par contre, non, il n'y aurait pas de pourquoi pas. Moi, ça me dérangerait si c'était brut, si c'était pas brut. C'est brut. Et c'est brut. Mais le fait qu'il faut que ça soit, pour moi en tout cas là, j'ai besoin que ça soit brut pour que ça fonctionne. Alors c'est un peu, je sais pas, je voulais ton avis là-dessus. Comment Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, on pourrait se demander. Est-ce que quelque chose n'est jamais brut, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire brut? L'idée du no-cut en field recording. Il y a l'école où parfois de manière très radicale, on n'intervient pas sur la prise, celle où on compose librement et sans complexe, et où on le dit. Je pense que Cusack, par essence, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la première idée, sans dogmatisme. Je pense que c'est pas vrai, ce serait pas quelque chose sur quoi il insiste beaucoup. Je comprends ce que tu dis, que ça te dérangerait. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on parle de journalisme, on implique un certain nombre de normes en matière de déontologie et d'information. Donc dès lors qu'on est dans ce discours-là et qu'on assume de parler de journalisme sonore, on est obligé d'être confronté à cette question des normes de l'activité journalistique et de l'éthique de celui qui fait le reportage. Donc en ce sens, on peut comprendre qu'on a besoin d'une prise, si ce n'est brute, du moins s'il y a composition, que la composition rende justice à ce qui a été pris et vienne le mettre en perspective comme tout reportage journalistique, tout montage. Je veux dire, dans ce cas-là, on va dire que dans ce cas-là, aucun documentaire journalistique n'est journalistique dans la mesure où il y a montage. Donc c'est là où je dis que brut, il faut s'entendre. Qu'est-ce qu'on entend par composition ici? Évidemment, il y a un monde entre la composition de Murray Schafer et d'Hildegard Westerkamp qui est clairement une musicalisation, une mise en scène qui a d'autres enjeux que ceux qui présente Cusack, et ce qui serait un montage ordonné à un souci informatif. Donc je prendrais un peu de distance par rapport à cette notion de brut, en fait, tout simplement. Je pense pas que c'est pas parce qu'on monte et qu'on recompose qu'on est dans une falsification ou dans quelque chose qui viendrait s'éloigner de la norme journalistique. En revanche, on doit le prendre en compte dans le montage, et je pense que ce serait ce que répondrait Cusack, je pense, dans cette logique-là, quoi. Je réponds à ta question. J'avais une question par rapport à est-ce que c'est bien de cela, enfin ce que Pauline vient d'expliquer, le rapport aux normes journalistiques et à la déontologie, qui était gênant pour toi, ou est-ce que ça tient plutôt à la nature du lieu? Je me demandais parce que je voyais tes réactions et j'étais pas sûr que c'était de ça qu'il s'agissait.
En fait, je suis pas gêné. C'est juste que ça génère une interrogation pour moi par rapport à cette idée de portrait large. Et puis là, il y a quelque chose dans lequel je m'engage. Et c'est moi, j'ai sur la déontologie, tout ça. Oui, ok. Ce qui m'interrogeait, c'est mon désir de brut. Ce qui m'interrogeait, c'est là, sur ce type de portrait, avec l'importance que tu donnes à la révélation. Il y a un truc très fort sur la révélation de quelque chose là. Et moi, j'ai un désir de brut là, que je n'ai pas ailleurs. Je te retourne la question, Hervé. Est-ce que, juste, c'est pour que je te réponde, hein, mais qu'est-ce qui motive ce désir de brut, à ton avis? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est le fait que dans Tchernobyl, c'est aussi lié à la question du dark tourism et de ces choses-là, hein, mais il y a quelque chose d'irrémédiable, d'indépassable, sans commune mesure, qui fait que face à ce type de lieu, on ne peut pas proposer un portrait comme un autre, et que on est obligé aussi, ce que je disais par rapport à un changement des termes d'esthétique, tu vois, on est obligé de positionner non seulement notre regard, mais notre écoute différemment. Que le lieu fait quelque chose à notre écoute, que c'est pas tout ce que j'ai dit au début, c'est pas un lieu comme un autre. C'est de ça que tu veux parler, que c'est le lieu lui-même qui impose cette charge, quoi. Peut-être, et je remarquais que tu as dit beaucoup de fois le mot sobriété. Beaucoup de fois, tu l'as dit. Pour moi, ce mot sobriété, il veut dire ça. Oui. Et c'est aussi une question esthétique. Absolument. C'est pas seulement une question politique. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Mais c'est aussi une question esthétique. Il y a là une esthétique de la sobriété. Et je vais dire le mot. Il y a pour moi, chez moi, là, un désir de naturalisme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas très à l'aise avec ce désir, mais il est là. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très pertinent. J'ai parlé de sobriété, et au fond, ce à quoi je voulais en venir, aussi en parlant de soustractif à un moment, c'est que ce qui est intéressant aussi dans la démarche de Cusack face à la débauche de vision de Tchernobyl, débauche qui est aussi, je vous l'ai dit, hein, liée aussi à toute une représentation. Bon, je pense à la série HBO qu'on a certainement, enfin beaucoup ont certainement vu, qui est très spectaculaire, où on pense à cette représentation de la colonne de lumière suite à l'explosion dans le ciel noir de la nuit à Pripyat. On peut penser à la chatoyance des photos de Macmillan, à tout ce travail vénéneux aussi, un peu sur la beauté paradoxale de Tchernobyl. On se souvient qu'une photo qui avait beaucoup marqué, je sais plus, je crois qu'elle avait été diffusée mondialement, des forêts de Tchernobyl, avec la traînée radioactive qui avait fait mourir les arbres sur le couloir venteux. Mais il y avait une forme de sublime de la catastrophe, dont on parle beaucoup dans la réflexion esthétique environnementale, mais qui pose problème aussi. Et face à cela, le travail proprement sonore de Cusack, c'est par le son d'apporter non seulement une perception alternative et de nous donner à entendre des informations que le visuel ne pourvoit pas, ça je l'ai dit notamment sur la question du vent, mais aussi sur les espèces comme le coucou. Mais plus fondamentalement, et tu as raison sur le plan esthétique, c'est de nous donner l'occasion d'une sorte de soustraction, de dégraissage quelque part de toute cette luxuriance visuelle, pour nous donner à appréhender les choses d'une manière plus sobre, qui peut paraître déceptive au début. Ce sont des pistes qui nous marquent par leur grande simplicité sonore, hein. On a l'air d'être assez proche de l'objet qu'on enregistre. En fait, on n'est pas parce que toutes les images que tu montres sont assez... Bon, là, c'est un plan intérieur, mais il y a beaucoup d'images, plans larges. Oui, bon, là, c'est les personnes... C'est des photos qu'il a prises. Oui, ça, c'est les photos qui accompagnent le livret de Cusack, ouais. Okay. Qui sont d'ailleurs qui correspondent aussi à une forme de... Il y a très peu de mise en scène. Bon, voilà, c'est des photos qu'il aurait pu prendre comme ça, rapidement. Et je pense que chez lui, il cultive aussi cette esthétique-là. C'est pas fortuit du tout. Je pense que ça participe à cette dimension alternative de la vision qui, face à un lieu comme ça, c'est dans cette soustraction-là qu'une révélation peut se faire, en fait. Oui, en fait, il me semble que l'enregistrement, de toute façon, ne peut jamais être objectif, ni neutre, ni brut, ni quoi que ce soit. C'est toujours un parti pris. Du moment qu'on pose un micro quelque part et qu'on l'utilise déjà par le type de micro, par son... Là, dans ce qu'on entend avec le dosimètre très, très devant,
on se doute qu'il aurait pu être un peu plus loin dans le plan sonore, etc. Donc cette histoire de neutralité ou d'objectivité, si on le remet par rapport à du journalisme, moi je n'y crois pas. Et je n'y crois d'autant moins que dans tout portrait, je pense qu'il y a justement une représentation qui est celle que celui qui fait le portrait veut donner. Si on voit les photos d'hier qui cherchent à magnifier des gens qui sont dans des douleurs extrêmes et à les rendre beaux, ou à l'inverse d'autres journalistes ou photographes qui ont fait le contraire, qui ont plutôt montré la laideur de situations ou du monde. Et il me semble qu'on est un peu dans cette même relation et que l'enregistrement, au final, sert plutôt cette révélation-là qui vient d'être évoquée, et que la plupart du temps, quand des gens sont enregistrés ou même leurs paysages autour d'eux leur sont donnés à écouter, c'est toujours une révélation, parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens n'écoutent pas et ne sont pas présents à leur environnement sonore. Ils sont très présents à l'environnement visuel, mais très peu à l'environnement sonore. En fait, cette question de l'objectivité ou du brut, bon, c'est une question massive dans les théories de l'enregistrement, et aussi par rapport à cette critique du naturalisme de l'enregistrement de terrain. En fait, je pense que ça se résout bien si on dit que l'objectivité, la sobriété, l'authenticité, elle passe toujours par une facticité. De toute façon, un enregistrement, c'est une traduction. On est dans une médialité, ça c'est indépassable. Une fois qu'on a dit ça, on peut avoir une grammaire de l'objectivité. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce que souligne bien aussi la question d'Hervé Brindel et de ce désir de sobriété dont tu parlais, ce besoin de sobriété, c'est ça. C'est qu'on attend ici une certaine grammaire qui soit cohérente avec l'objet de la recherche. Et c'est ce qu'arrive, je pense, à Cernay-Cusack. Pas une quête qui sait lui-même, il est trop technicien et trop cultivé pour le penser, pas une quête qui serait complètement illusoire de l'objet brut. Qu'est-ce que ce serait, mais bien cela, un certain usage de l'objectivité, et effectivement la remarque sur le placement des micros, j'en ai peu parlé ici, on n'a pas beaucoup de temps. Le choix des micros, le choix même d'un micro, de la manière où on le pose est déjà un engagement et un acte de facticité. De toute façon, on est déjà dans une traduction, et le fait de mettre le dosymètre en avant créer le duo entre le dosymètre et le coucou, bien sûr. Une question par là, et puis ce sera la suivante pour toi. Non, mais moi, c'était pas une question, puis en fait, Christophe a déjà plus ou moins répondu à ce que je voulais un peu dire, mais c'était juste sur le rapport. Tu disais que Peter venait de la musique expérimentale. Moi, je trouve que là, du coup, il y a vraiment un travail minimaliste qui est fait sur les sons, dans ce rapport un peu brut, mais qui est absolument pas dénué de musicalité. Le coucou avec le radiometteur, c'est vraiment un travail rythmique absolument fabuleux. Et c'était ce côté brut, c'est vraiment aussi cette idée de données brutes, c'est plutôt vraiment pour informer et soustraire un peu la position du preneur de son, du compositeur, avec cet aspect informel qu'on peut, pour après se positionner sur justement ce qu'on peut traduire par le son, ce qu'on ne pourrait pas traduire par le visuel. C'est tout, mais bon, voilà. C'était juste sur l'aspect musicalité qui est absolument pas... Et là aussi, je pense qu'il y a une forme de musicalité sobre et ténue, qui est extrêmement émouvante, en fait, je trouve, dans ces œuvres de Peter Cusack. C'est qu'il arrive... Alors on pourrait dire, oui, mais le travail sur la rythmicité, c'est pas lui qui le capte, c'est la rencontre magique et fortuite du dosymètre et du coucou. Mais le fait qu'il ait posé le micro à telle distance permet de souligner, de révéler cette rythmicité des phénomènes, et en cela, il la musicalise en un certain sens par le choix d'une certaine prise, par le choix de l'emplacement de son micro, de son type, directionnel, monophonique, etc. Donc, à partir de là, on peut toujours se dire que, oui, il y a un travail de musicalisation, mais qui, encore une fois, est adossé à une grammaire, alors, de l'objectivité. Je ne pense pas que ce serait forcément un vocabulaire que Cusack adopterait. Ce qui est intéressant chez Cusack, c'est, et quand j'ai discuté avec lui récemment, il me disait que, parce qu'on parlait, c'était dans le cadre d'une réflexion sur la mort de Murray Schafer, j'ai
proposer des interviews et un compte-rendu sur la manière dont, au-delà de tous les commentaires, les critiques qui avaient pu être faits à l'égard du père de l'écologie acoustique, ça continuait quand même d'être vif et d'informer les pratiques des field recordistes aujourd'hui. Et Cusack disait ce que nous lègue de plus profond Murray Schafer, au-delà d'une très belle cohérence entre une pratique et des écrits, c'est cette idée qu'on est responsable du monde sonore. Et je pense que c'est aussi ce qui se traduit ici. Je suis responsable dans la manière dont je pose mes micros, de ce que ça va traduire de quelque chose de situé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musicalisation, mais elle est encore une fois adossée à une certaine responsabilité à l'égard de ce qui se trame dans ce lieu-là. Donc plutôt que d'objectivité, je dirais qu'on a peut-être l'idée de compte à rendre par rapport à l'environnement sonore. Ce serait cette idée-là. Et enfin, l'idée d'une musicalité ténue, c'est à mon avis intéressant aussi par rapport à l'aspect expérimental de la musique de ce compositeur, en fait. Je pense que peut-être s'il y a un lien, il est à faire ici, dans son minimalisme, effectivement. C'est une remarque pertinente, ouais. Ouais. Ah, ouais, ok. Non, je me demandais, là, on parlait de l'exemple du coucou et du radiomètre. Mm-hmm. Et ce que je trouve beau, c'est que justement, il y a une espèce de point d'égalité au niveau de l'écoute entre ces deux sources. Et je me posais la question des capteurs et des interfaces, justement, sonores, pour rendre compte, rendre sensible une information sur le territoire qui ne nous est pas accessible par nos capteurs naturels, on va dire. De la même manière qu'on a des caméras thermiques, etc. Ce qui est intéressant effectivement dans cette scène, c'est qu'il y a une sorte de redoublement de la médialité. Ouais. On a un micro qui enregistre un dossimètre. C'est ça. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Il y a quelque chose de, je ne l'ai pas commenté, mais il y a quelque chose de réflexif aussi dans cette scène qui interroge aussi ce qu'est capable de faire le micro. Le côté révélateur du micro, bon, ben, comme de la caméra, bon, c'est un thème vieux comme les théories sur ce médium-là. Pierre Schaeffer en parle, on dit, vous prenez un micro, c'est comme un enfant qui prend un tube en carton et qui pointe vers les étoiles, et qui pointe vers le ciel, il verra les étoiles en plein jour. Cette idée qu'on a une capacité de révélation de la matière, et que le dossimètre ici fait à sa manière. Et peut-être que Cusack aussi dans cette pièce invite à une réflexion sur la manière dont le microphone, dans toute sa diversité, on pense au microphone qu'il utilise ici, mais on va avoir Elsie Haine ce soir qui a utilisé l'hydrophone, au transduceur, etc., où il y a toute une pratique du micro très variée qui peut aller de la sonde, etc., et qui nous ouvre à des échelles, à des mondes, à des échelles inaperçues, à des échelles inouïes, en fait. Et même si le travail de Cusack ici se fait avec un microphone, entre guillemets, classique, il n'utilise pas un matériel particulier, en revanche, il utilise le dossimètre. Et il y a ce couplage entre microphone et dossimètre qui nous dit quelque chose sur la question de la révélation. Donc ouais, c'est très juste, effectivement. Et donc il y a un enjeu environnemental, en fait, Bien à sûr. trouver des formes de traduire ces informations-là. Oui. Alors en même temps, c'est un problème dans le domaine des rapports entre art et écologie. Est-ce que parfois, il n'y a pas un risque de tomber aussi dans une fétichisation de l'inouï, de l'inaperçu? Il y a aussi cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il suffit juste de le montrer, de le révéler? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que aussi la sonde, c'est pas une intrusion? On va parler de Knut Victor tout à l'heure. Knut Victor disait, quand je mets le micro dans le terrier du lapin, je me cogne la tête, mais aussi s'introduire dans un pays, c'est perturber toujours, il disait. Et quand il prend le son d'un oiseau qui se tape contre la grille qui protégeait le micro censé l'enregistrer, c'est violent, il le dit, et pourtant il a gardé la prise. Donc cette dimension d'aller révéler les sons inaperçus et inaudibles, elle est aussi problématique. Alors ici, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en évidence, mais c'est un sujet important. Et je pensais simplement, pour finir, par exemple, là, on a le son du radiomètre qui est dans des fréquences très aiguës. On imagine, enfin, dans notre imaginaire, on a aussi le son des radars et des choses comme ça qui est aussi... En fait, il semble que tous ces sons inaudibles soient balisés à certaines fréquences et qu'il y a un manque de matière pour les rendre, justement. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Le dossimètre ne donne pas entendre un son inaudible, il est un signal.
En cela, c'est intéressant parce que le dosymètre, c'est une sorte de... C'est comme si le microphone faisait du son, quelque part. Et là aussi, il y aurait matière à réflexion et peut-être à métaphore, à créer tout un fil de métaphores là-dessus. Donc, c'est pas exactement la même chose. Je dirais que le microphone alors là aussi, est-ce que le microphone révèle des sons qu'on n'entendait pas? C'est un vieux problème philosophique. Est-ce que le son existe quand je suis pas là pour l'entendre? Est-ce que le son n'existe pas que dès lors que je suis là pour l'entendre? Est-ce qu'il y avait des sons inouïs? Est-ce qu'il y a des sons inouïs sans microphone pour nous les donner à entendre? On ne va pas revenir à Berkeley ici, mais c'est une question séculaire sur la question du réalisme, en fait. Mais ici, le dosymètre vient moins révéler un monde sonore qu'un phénomène de radioactivité qui est traduit sur le plan sonore par un signal. Simplement, explication, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cantonné à des fréquences assez aiguës. Oui. Et voilà, juste. Oui, parce que c'est plus performant comme ça, c'est plus. Enfin, il faut que ce soit saillant en fait, et révélateur, mais. Après, bon, c'est... Par exemple, une image thermique qui est donc dans l'infrarouge assez grand va aller du blanc au noir en passant par des oranges, des violets, etc. On n'a pas ce genre de mix-là dans la représentation de... Oui, c'est vrai. C'est peut-être plus pauvre aussi. Voilà, après, ce qui est intéressant avec Cusack, c'est qu'il nous montre que c'est pas si pauvre que ça et qu'il peut, comme disait Rodolphe Alexis, y avoir une musicalité du dosymètre. Il y a eu beaucoup de travaux sur le... C'est ce que montre Jean-Michel Durafour sur les caméras thermiques à Tchernobyl. Il y a eu un photographe qui a travaillé précisément là-dessus. Oui, moi je m'interrogeais aussi sur la fonction de ce... Comment tu appelles cet appareil, dosymètre? Le dosymètre, oui. Et si... parce que on est un peu perdu finalement face à cet enregistrement. On ne peut pas vraiment l'interpréter parce qu'on n'a pas la grammaire. Tu parlais de grammaire tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on est dans du macro? Est-ce qu'on a un effet de zoom? Tu parlais plutôt de traduction, un appareil qui traduit en fait un effet invisible. Mais moi, quand je l'écoutais au début, je me suis dit c'est un peu comme les enregistrements de scarabées amplifiés ou des choses comme ça, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Non, mais c'est intéressant qu'il y ait ce trouble morphologique. On est presque un son d'insecte, effectivement. Après, c'est un son, c'est un relevé qui permet un relevé du degré de radioactivité du lieu. Et on l'a pas beaucoup commenté, mais sur le premier enregistrement, on a la voix de Peter Cusack qui donne le relevé. Et pour peu qu'on se renseigne un peu, on voit qu'il est quand même pas du tout... Enfin, ce qui est intéressant à Tchernobyl, c'est qu'il y a des lieux où tout d'un coup ça monte. Là, on est dans un endroit d'épicentre, et puis il y a des fois où c'est pas si dérangeant que ça, en fait. La vie est possible. Donc là aussi, ça contrevient avec le fantasme du fait que ce serait un lieu inhabitable. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que la zone d'exclusion a été réouverte en 2011 et qu'il y a aujourd'hui un tourisme à Tchernobyl. Disons que je dirais que peut-être que Cusack voudrait qu'ici on se renseigne nous-mêmes sur l'usage du dosymètre et nous invite aussi à nous cultiver sur ces outils, etc., pour pouvoir comprendre. De toute façon, il y a un texte explicatif qui permet de comprendre le relevé, les différents relevés. Il est très transparent, en fait, par rapport à tout ça. Il n'est pas du tout dans l'idée d'un mystère. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Il cherche au maximum à donner des informations sur les pistes entendues.